Juste un mot avant de commencer. Aidez-moi à faire de Paroles de Philosophe la nouvelle grande chaîne de philosophie. Abonnez-vous, devenez membre de la chaîne et surtout, rejoignez-moi sur Patreon. Je compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous. Un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque nous n'allons pas parler d'un philosophe, mais d'un conte philosophique. Un conte imaginé par l'écrivain italien Dino Buzzati et publié en 1966. Alors vous connaissez peut-être déjà Dino Buzzati. Il est l'auteur du roman Le désert des Tartares, qui est devenu un classique du XXe siècle. Il a aussi écrit des pièces de théâtre, et l'une d'elles a d'ailleurs été adaptée en français par Albert Camus. Mais l'œuvre la plus connue de Dino Buzzati est sans doute ce fameux conte intitulé Le K. Le K comme la lettre de l'alphabet. Le K est un conte assez court, il fait moins d'une dizaine de pages, mais il concentre toute la réflexion existentielle de Dino Buzzati. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu ce conte, je vais commencer par vous le raconter, et ensuite nous analyserons son contenu philosophique. Le K, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Stefano. Lorsque Stefano a 12 ans, comme cadeau d'anniversaire, il demande à son père, qui est marin et capitaine d'un navire, de l'emmener à bord avec lui. « Lorsque je serai grand, déclare-t-il à son père, je veux naviguer sur la mer comme toi. » Son père est heureux que Stefano veuille devenir marin, et il accepte de l'emmener pour une journée avec lui. Évidemment, dès que le bateau prend le large, le jeune garçon est très excité. Il s'émerveille de toutes les choses qu'il voit sur le navire, il pose des tas de questions aux matelots, il court de bonne heure sur le pont, sa vocation ne fait aucun doute. C'est bien celle d'un futur marin. Assis à la poupe du navire, Stefano contemple longuement l'immensité de l'océan. Et il finit par apercevoir, à l'horizon, une sorte de tache noire qui apparaît par intermittence, comme si elle suivait le navire. Cette tache fascine le jeune Stefano, qui demande à son père de quoi il s'agit. Son père regarde à l'horizon, mais il ne voit rien. Comme Stefano insiste, le père prend une longue vue et lorsqu'il aperçoit enfin la tache, il devient très pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il » lui demande Stefano. Et son père lui répond « Oh mon Dieu, je n'aurais jamais dû accepter de t'emmener en mer avec moi. Ce que tu vois à l'horizon et qui nous suit, c'est ce que l'on appelle un K. Le K, c'est le monstre que redoutent tous les marins sur toutes les mers du monde. C'est une sorte de requin mystérieux et terrible, bien plus rusé que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaît, il choisit sa victime et une fois qu'il l'a choisie, il la suit inlassablement pendant des années et des années, toute sa vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étonnant, c'est que personne ne peut l'apercevoir, sauf sa future victime ou quelqu'un de sa famille. Alors écoute-moi bien, Stefano. Il n'y a pas de doute possible. Ce K a décidé de te poursuivre. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un moment de répit. Nous allons immédiatement retourner au port. Et lorsque tu auras débarqué, tu ne devras plus jamais prendre le large. Tu dois me le promettre. Le navire fait donc demi-tour et débarque Stefano. Et puis les années passent et Stefano grandit. Parfois, il se rend sur la plage et lorsqu'il regarde l'océan, il aperçoit encore la même tache noire qui parcourt l'horizon de long en large. C'est son cas qui l'attend. Stefano se résigne donc à s'éloigner de la mer. Il part faire ses études dans une ville à l'intérieur des terres et, devenu adulte, il parvient à se faire une bonne situation. Mais lorsque son père meurt, il revient au port et il décide finalement, malgré la menace du K, d'affronter son destin et de devenir marin. Il naviguera pendant toute sa vie sur toutes les mers du monde. Mais où qu'il aille, la même tache noire sera toujours à l'horizon.
Et bien sûr, il sera toujours le seul à la voir. Les décennies passent, la vie entière passe, et Stefano est devenu un vieux marin. Et un soir, alors qu'il sent qu'il va bientôt mourir, Stefano, qui n'a plus rien à perdre, décide de quitter le bateau et de prendre une barque pour aller enfin affronter le cas. Il se munit d'un harpon pour le combat final et commence à ramer vers l'horizon. Il n'a pas besoin de ramer très longtemps. Le cas sort de l'eau subitement et frappe la barque. Alors Stefano rassemble ses dernières forces, se saisit du harpon pour frapper le cas, mais le fameux requin, au lieu de le dévorer, lui dit simplement « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te rencontrer enfin. Moi aussi, je suis aussi fatigué que toi. Combien tu as pu me faire nager? Et toi qui fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. » « Compris quoi ?» lui demande Stefano. Et le cas lui répond « Compris que je ne te suivais pas pour te tuer, comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. » Alors le requin ouvre sa mâchoire, et sur sa langue, il y a une petite sphère phosphorescente. Le vieux Stefano prend la sphère dans ses mains et l'observe attentivement, tandis que le cas lui dit « C'est la fameuse perle de la mer, la perle merveilleuse qui procure fortune, puissance, amour et sérénité à celui qui la possède. Hélas, tu es vieux désormais, et il est trop tard pour qu'elle te serve à quelque chose. Quelle tristesse! En te poursuivant pendant toutes ces années, je n'ai réussi qu'à gâcher ton existence et la mienne. » Et le cas, après avoir dit ces mots, s'enfonce dans la mer. Quelques semaines plus tard, Stefano meurt à son tour. Et lorsque l'on retrouve son corps sur un rivage abandonné, il tient dans sa main un petit galet. C'est la fameuse perle qui n'était merveilleuse que pour lui. Ainsi se termine l'histoire du cas de Dino Buzzati. Un conte fantastique et tragique. L'histoire d'un homme qui a passé sa vie à fatiguer son destin par ceux qui le prenaient pour une menace. Ça, c'est ce qu'on se dit dès qu'on a terminé la lecture du conte. Et d'ailleurs, on pourrait s'arrêter là. Chacun peut interpréter cette histoire comme il l'entend et la laisser faire écho à sa propre vie. Mais aujourd'hui, on va essayer de découvrir le sens philosophique caché entre les lignes de ce conte. Et pour cela, commençons par revenir au tout début de l'histoire. Que se passe-t-il exactement la première fois que le jeune Stefano aperçoit le cas? Eh bien, il voit une tache noire à l'horizon, mais il n'est pas terrifié. Il ne ressent aucune peur. Pour lui, cette tache ne représente absolument pas une menace. D'ailleurs, pourquoi le menacerait-elle? Il ne voit pas un requin, il ne voit pas un monstre. Tout ce qu'il voit, c'est une tache noire lointaine. Ça n'a rien de menaçant, et rien ne l'oblige à imaginer que cette tache soit un requin féroce. Au contraire, Stefano observe cette tache lointaine qui suit le navire. Il est fasciné par elle. S'il le pouvait, sans doute qu'il ralentirait le bateau, qu'il laisserait cette tache se rapprocher pour savoir de quoi il s'agit. Mais en fait, ce n'est pas Stefano qui a peur, c'est son père. C'est son père qui croit savoir que cette tache est en réalité un requin vorace. Mais son père lui-même, comment peut-il le savoir? Après tout, il n'a jamais vu le cas auparavant. S'il ne connaissait pas la légende du cas, il pourrait très bien, lui aussi, le laisser se rapprocher du bateau, plutôt que de paniquer. Mais le père de Stefano se laisse corrompre par la légende. Il laisse sa croyance l'emporter sur sa raison. Et il apprend à son fils la peur. On ne peut pas lui en vouloir. C'est normal que les parents apprennent la peur à leurs enfants. Ça fait partie de l'éducation. D'abord parce que la peur nous protège. Elle nous protège puisqu'elle nous signale la présence d'un danger. Le feu est un danger. La chute dans le vide est un danger. La noyade est un danger. Apprendre à un enfant la peur, c'est lui apprendre à vivre. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais justement, c'est là que les choses se compliquent. Parce que les parents, la plupart du temps, n'apprennent pas seulement aux enfants à considérer la peur comme quelque chose qui les protège.
ils leur apprennent aussi à considérer la peur comme quelque chose qui les menace. Or, c'est un renversement total. Quelque chose qui vous protège, c'est le contraire de quelque chose qui vous menace. En se méprenant sur ce qu'est réellement la peur, la plupart des parents n'apprennent pas à leurs enfants à écouter leur peur, mais seulement à les subir. Mais le plus grave, c'est que bien souvent, ils ne leur apprennent pas à craindre ce qui est réellement dangereux, mais ils ne font que transmettre leur propre peur irrationnelle à leurs enfants. Réfléchissez un instant aux plus grandes peurs qui sont enracinées en vous et posez-vous cette question. Est-ce que ce sont vraiment vos peurs à vous ou bien est-ce qu'il s'agit de peurs que l'on vous a transmises? De peurs dont vous avez simplement hérité. Quiconque est assez honnête avec lui-même répondra facilement à cette question. Nos plus grandes terreurs, ce sont bien souvent les terreurs de nos parents. Des terreurs qui ne nous seraient peut-être jamais venues à l'esprit si on ne nous les avait pas un jour suggérées, inculquées. Imaginez que vous ayez grandi dans une autre famille, que vous ayez eu d'autres parents. Auriez-vous aujourd'hui les mêmes peurs? Rien n'est moins sûr. Parce que lorsque les parents transmettent leur propre peur à leurs enfants, ils ne leur transmettent pas seulement une information, ils leur transmettent en même temps une émotion. Mais les enfants, eux, reçoivent ces deux choses, l'information et l'émotion, comme une seule et même chose. Et à partir de là, ils ne regardent plus le monde avec leurs propres yeux. Ils regardent le monde avec les yeux de leurs parents. Ils voient ce qu'on leur a appris à voir. Leur expérience immédiate est biaisée par une représentation qui n'est pas la leur. Première grande leçon du conte de Dino Buzzati, les peurs qui structurent nos existences ne sont pas, la plupart du temps, nos propres peurs. Deuxième grande leçon, ces peurs sont imaginaires. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous font peur, c'est ce que notre imagination associe aux choses. Et la chose qui nous fait le plus peur, ce n'est pas tellement la mort, ni la maladie, ni tel ou tel danger. La chose qui nous fait le plus peur, c'est bien souvent le fait de vivre notre propre vie. Le fait de décider nous-mêmes quelle vie nous voulons vivre. Le fait de comprendre que personne ne sait, à notre place, ce qui est bon ou mauvais pour nous. Le jeune Stefano veut devenir marin. Il n'a que 12 ans. Pour lui, la navigation n'est pas un métier rempli de dangers et de périls. C'est au contraire ce qu'il y a de plus attirant, parce qu'il en ignore encore tous les dangers. Il ne connaît pas les tempêtes violentes, il ne connaît pas les naufrages, il ne connaît pas les accidents ni les noyades. Il n'a pas encore pu faire l'expérience du prix de son bonheur. Et le prix de son bonheur, c'est le danger. Ça, son père le sait, alors que Stefano, lui, ne le sait pas encore. Alors que doit-il choisir ? De renoncer à ce qu'il désire le plus au monde, ou bien de l'accepter en affrontant aussi le danger qui va avec ? Eh bien, son père va décider à sa place. Renoncer à ce qu'il désire le plus au monde. Mais pourquoi naviguer est ce que Stefano désire le plus au monde ? C'est ça la vraie question. Et la réponse, c'est qu'il désire naviguer parce qu'il ne connaît pas encore la mer. Personne ne désire ardemment ce qu'il connaît déjà. Ce qui fait vibrer notre désir, c'est justement l'inconnu. Vous tombez amoureux, fou amoureux. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si votre histoire d'amour va marcher, si elle va durer ? Oui, bien sûr, mais pas sur le moment. Sur le moment, la seule chose que vous ressentez, c'est l'amour. Et même la peur vous attire. Dans tout désir amoureux, il y a toujours une attirance vers la peur, une sorte de vertige. On veut aller vers l'inconnu. On veut voir à quoi ressemble l'inconnu. On veut vivre ce que l'on ignore. Et pourtant, vivre ce que l'on ignore, ce n'est jamais une expérience rassurante. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute l'ambiguïté du frisson amoureux, cette sorte d'attirance vers le danger. Parce que vous ne pouvez pas faire à l'avance le portrait de la personne que vous allez aimer.
Vous ne savez jamais qui elle sera, à quoi elle ressemblera, quelle sera sa personnalité. L'amour, c'est toujours l'amour de l'inconnu. Et pas seulement l'amour entre deux personnes, l'amour tout court, toutes les formes d'amour possibles. Le fait de tomber amoureux d'un métier, le fait de se découvrir une passion, c'est justement s'engager dans une voie où l'on ignore ce que l'on va devenir. Vivre sa vie, c'est toujours aller à la rencontre de la part la plus inconnue de nous-mêmes. C'est rencontrer l'étranger qui est en nous. Et rencontrer l'étranger qui est en nous est à la fois une tentation irrésistible, mais aussi très inquiétante. Alors, pour concilier notre tentation et notre inquiétude, la peur va prendre un drôle de masque. Le masque de l'attente. La peur ne nous dit jamais « ne fais pas ce que tu as envie de faire ». Parce que si la peur nous disait ça, jamais nous ne l'écouterions. La peur est bien plus rusée. Elle nous dit « d'accord, fais ce que tu as envie de faire, mais attends le bon moment pour le faire ». Ça, c'est rassurant. Mais en réalité, c'est le pire des poisons. La peur ne nous dit pas d'abandonner, elle nous dit d'attendre indéfiniment, de désirer sans agir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Désert des Tartares, le grand roman de Dino Buzzati. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce roman, mais on pourrait la résumer en une phrase. Le Désert des Tartares, c'est l'histoire d'un type qui attend toute sa vie le bon moment. Et le bon moment finit enfin par arriver, le jour où il meurt. Eh bien, l'histoire du cas, c'est un peu la même. Stefano sait qu'il devra un jour affronter le cas. C'est pour ça qu'il navigue. Mais c'est seulement lorsqu'il est âgé, lorsque sa vie touche à sa fin, qu'il se décide enfin à aller à la rencontre du cas. Mais alors, il est trop tard. Lorsque Stefano reçoit enfin la perle merveilleuse, il est trop vieux pour qu'elle lui serve à quelque chose. La récompense de sa quête arrive à un moment où il ne peut plus l'utiliser. La fortune, la puissance, l'amour, la sérénité, bref, tout ce que le cas veut offrir à Stefano, ce sont des dons qui sont intrinsèquement liés à la période active de l'existence. En retardant la confrontation jusqu'à sa vieillesse, en attendant le bon moment pour rencontrer le cas, il a manqué le plus grand rendez-vous de sa vie. Il a manqué le rendez-vous avec lui-même. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ? Plus nous vieillissons, plus nous prenons conscience d'une version fantasmée de notre destin. Plus les années passent, plus les décennies passent, plus nous apparaît clairement l'image de ce que notre vie aurait dû être. Pas de ce qu'elle aurait dû être dans l'idéal, mais de ce qu'elle aurait dû être sans effort, simplement si on avait laissé les choses se faire naturellement, si on ne les avait pas gâchées. À partir d'un certain âge, on est comme hanté par une sorte de biographie alternative. On distingue clairement la vie que l'on a vécue de la vie que l'on aurait dû vivre si l'on n'avait pas empêché les choses d'arriver. On sait quel métier on aurait dû faire, on sait à quel endroit on aurait dû habiter, on sait de quelles amitiés on aurait dû prendre soin, mais aussi de quels amis on aurait dû s'éloigner plus tôt. On sait quelles rencontres on n'aurait pas dû prendre à la légère. Bien sûr, cette autre vie est toujours un fantasme, parce que même si on avait vécu cette vie alternative qui nous semble si riche, on ne peut pas deviner comment les choses auraient fini par tourner. Et chacun de nous se console à l'idée que finalement, il ne s'en est pas si mal sorti. Mais là n'est pas la question. La question est toujours la même. Quel que soit notre âge, elle n'a pas changé depuis que nous avions 12 ans. La question demeure toujours, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fera dans 10 jours, quand le destin, par surprise, frappera encore inlassablement à notre porte ? Parce que, s'il nous arrive à tous d'être lassés de nos vies, notre destin, lui, bizarrement, ne se lasse jamais. Il continue de nous poursuivre, à tout instant, chaque jour. Si bien qu'on pourrait presque croire que la lassitude d'exister que nous ressentons tous parfois n'est finalement rien d'autre qu'un épuisement malsain. Notre épuisement a mobilisé toutes nos forces contre notre destin.
notre épuisement à résister sans cesse à notre désir. Tout le monde connaît un jour ou l'autre la fatigue. Je veux dire la fatigue d'exister, la lassitude et l'épuisement. Mais rares sont ceux qui savent pourquoi ils sont fatigués, lassés et épuisés. Peu de gens réalisent qu'il est plus fatigant de résister au désir que de le suivre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans la dépression. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de force pour rien, qu'ils n'ont plus envie de rien. Alors que toute leur fatigue ne s'explique en réalité que par l'énergie immense qu'ils ont, mais qu'ils mobilisent sans arrêt pour repousser tout ce qui se présente naturellement à eux. Avez-vous remarqué comme le fantasme de beaucoup de monde, c'est de tout plaquer, de s'enfuir, de prendre la route ? Ce fantasme est si répandu qu'on en a fait des romans, des films, les innombrables road movies, des poèmes, des chansons, et pourtant, ce rêve de la route qui est au fond de nous, c'est encore un rêve de fuite. Les gens qui rêvent de tout plaquer et de prendre la route ne prendront jamais la route. Parce que ceux qui prennent vraiment la route ne le font pas pour tout plaquer. Ils le font au contraire pour ne rien plaquer. Les vrais déserteurs ne veulent pas s'enfuir de leur propre vie. Au contraire, ils veulent la vivre, leur vie. Tout plaquer, comme on dit, c'est encore et toujours le même fantasme. Essayez de voyager plus vite que le cas. Essayez désespérément qu'il ne finisse jamais par nous rattraper. Mais quoi que nous fassions, il nous rattrapera pourtant. Et nous le savons. Au dernier moment, au terme de notre vie, il nous rattrapera. Il y a un rendez-vous que nous n'avons pas le pouvoir de manquer. Un rendez-vous auquel nous ne pourrons pas échapper. C'est notre rendez-vous avec la mort. Et ce rendez-vous pourrait être très cruel, le moment venu, si tout ce qu'il nous apporte comme nouvelle, c'est que nous avons raté un rendez-vous bien plus important. Un rendez-vous que nous avons eu tous les jours, tout le temps, avec la vie elle-même. Non pas la vie fantasmée, non pas la vie qu'on voit dans les films, mais la vie toute simple qui se tient derrière nous et qui nous murmure « Regarde comme c'est merveilleux, ta dernière heure n'est pas encore venue. Alors cesse une bonne fois pour toutes de l'attendre. » C'est peut-être ça le message que le cas devait délivrer à Stefano. Cette simple phrase n'est-elle pas une perle merveilleuse qui apporte puissance, amour et sérénité de l'âme ? Ce qui serait vraiment tragique, ce serait justement d'attendre notre dernière heure pour entendre ce message. Parce qu'alors, tout deviendrait totalement absurde. Le présent comme le passé, la mort comme la vie. Et finalement, le cas n'est peut-être pas une histoire aussi amère qu'elle en a l'air. Parce que, même si Stefano a fui le cas, il n'est pas resté à l'intérieur des terres. Malgré la menace, il s'est embarqué, il a pris la mer, il a pris le large. S'il n'avait jamais vu le cas, peut-être qu'il ne serait jamais retourné naviguer après la mort de son père. C'est le fait d'avoir vu le cas, le fait de voir le cas qui le poursuit sans cesse à l'horizon, qui met Stefano en mouvement, qui le fait vivre sa vie, qui l'empêche de faire du surplace, de s'immobiliser. Armé de sa peur, Stefano a vécu. Il a traversé les océans, il a affronté les tempêtes, il a connu les visages innombrables de la mer. D'accord, il n'a pas rencontré le bonheur tel qu'il l'imaginait, mais il n'est pas resté à terre pour attendre une vie idéale. Bien sûr, Stefano n'a pas reçu la perle au moment où elle aurait pu transformer son existence. Mais qui a jamais vécu une existence dans laquelle il n'y a que de la fortune, de la puissance, de l'amour et de la sérénité ? Personne, jamais. Parce que la perle merveilleuse n'existe pas. Ou du moins, elle n'est pas à la portée d'un simple mortel. Le véritable drame, ce n'est pas d'être poursuivi par le cas, c'est même tout le contraire. Le véritable drame, c'est de ne pas être poursuivi par le cas. C'est de n'être poursuivi par rien, de n'être poussé par rien. Stefano a peut-être manqué son rendez-vous avec le cas, mais il n'a pas manqué son rendez-vous avec la mer. Accompagné de sa peur comme on est accompagné de son ombre, il a parcouru les mers,
il a fait fortune, il est devenu un grand capitaine. Et c'est là toute la morale ambiguë du conte de Dino Buzzati. Vouloir se débarrasser de notre peur est peut-être le plus grand danger qui nous menace. Le paradoxe que nous avons tant de mal à nous avouer à nous-mêmes, c'est que nous aimons nos peurs. Nous avons besoin d'être poursuivis par nos peurs pour être attirés par nos désirs. Nos désirs sont toujours devant nous et nos peurs toujours derrière nous. Nos désirs nous précèdent et nos peurs nous suivent. Parce que la peur et le désir, ce sont les deux versants d'une seule et même chose, notre force vitale. Le désir d'aimer, c'est aussi la peur d'aimer. La peur de réussir, c'est aussi le désir de réussir. Le désir de l'inconnu, c'est aussi la peur de l'inconnu. Ce n'est pas que nous désirons avoir peur, c'est que là où nous avons peur, se cache toujours un désir puissant. Notre peur témoigne de la force de notre désir. La peur du cas que ressent Stefano pendant sa vie, ce n'est que l'autre nom de son désir de naviguer. Ce qu'il redoutait le plus, c'est ce qu'il désirait le plus. Pour conclure cet épisode, laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. Il y a longtemps, j'avais une amie gitane. Et un jour, on parlait des diseuses de bonne aventure, ces gitanes qui lisent l'avenir dans les lignes de la main. Et j'ai appris quelque chose qui m'intrigue encore, des décennies plus tard. Mon amie me confia que lorsque certaines gitanes lisent les lignes de la main des non-gitans, les gadgets, elles doivent toujours leur annoncer qu'un grand malheur va leur arriver. Alors, ça m'a étonné. Après tout, si les gens payent pour qu'on leur lise les lignes de la main, c'est plutôt dans l'espoir d'apprendre de bonnes nouvelles sur leur avenir. Eh bien, pas du tout, me répondit mon ami. C'est exactement le contraire. Les gens attendent justement qu'on leur prédise un grand malheur. Ce qu'ils redoutent le plus, me dit-elle, c'est au fond ce qu'ils désirent le plus. Ce que j'ai appris ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié et j'y pense encore très souvent. J'en ai lu des livres de philosophie dans ma vie, et il y en a des phrases qui m'ont marqué. Mais cette phrase-là, ce que les gens redoutent le plus, c'est au fond ce qu'ils désirent le plus, est certainement, de toutes les paroles que j'ai entendues, la plus troublante parole de philosophe.